pour aujourd'hui, je vais vous demander d'être bien préparés car nous allons faire une plongée captivante dans ce qui nous rend humains. On va s'intéresser à nos émotions et aller voir à l'intérieur du corps, grâce aux neurosciences et à la médecine, comment ça se passe quand on mélange un petit peu toutes ces émotions. Mais d'abord, êtes-vous capable de citer toutes les émotions qu'on peut traverser? La joie, la tristesse, la peur. Tristesse et la joie, oui, en premier lieu, oui. Oui, la joie, la colère. La colère, la tristesse, J'ai pas d'idée. La tristesse. la joie. La colère. Quand mon mari me fait un petit cadeau, voilà, c'est une émotion aussi. L'angoisse. Le stress. Je sais pas. La peur. Alors tout d'abord, vous avez tous raison, et puis personne n'a raison parce que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. On pense qu'il y a 4 émotions de base. La joie, la tristesse, la colère et la peur. Et puis s'ajoutent à ça plusieurs émotions, comme le dégoût et la surprise, qui sont un petit peu plus subtiles. Ensuite, viennent des émotions encore plus subtiles, et là, la définition de ce qui est une émotion de base ou plus subtile, eh bien, ça dépend du scientifique que vous allez interroger. Ces émotions plus complexes, ce sont la honte, la fierté, la gratitude, l'amour, etc. Et le but de toutes ces émotions, qu'elles soient de base ou plus complexes, c'est notre cerveau qui essaie de forcer notre corps à faire une action. Allez, je vous donne un exemple de ce que je viens de dire. Si vous remarquez une injustice autour de vous, probablement, vous risquez de vous mettre en colère. Vous êtes plutôt colérique? Ouais, j'ai le sang chaud, mais ça dure jamais longtemps. Par exemple, si mon mari n'essuie pas bien ses pieds et qu'il me rend toute la crasse dans la maison alors que je viens juste de nettoyer, alors là... Je suis quelqu'un d'assez impulsif à la base. Oui, ça arrive, mais pas souvent, ça va encore. Moi, pas du tout. Alors moi, ça monte très très vite et puis ça redescend tout aussi vite. Ça dépend des circonstances aussi. Je gueule. Alors après, ça c'est fini, hein. Je ne suis pas rancunière. Violent, on essaye de se maintenir quand même pour rester correct envers les autres et envers soi-même. Je me mets quasiment jamais en colère. C'est pas avec de la violence. Mais oui, madame, ce que vous avez vécu là avec votre mari qui ramène de la crasse dans la maison vous provoque de la colère. Alors la colère, c'est une réaction, donc, je l'ai dit, du cerveau, qui va faire agir les glandes surrénales. Ce sont des glandes qui sont situées au-dessus des reins. Et ces glandes vont libérer du cortisol qui va vous permettre d'être plus réactive. Votre pupille risque de se dilater, vos poumons vont accélérer leur respiration, votre cœur va aussi accélérer ses battements et vous allez être prête pour le combat. Alors il faut faire attention au cortisol parce qu'une petite colère, légèrement intense, va libérer dans le corps du cortisol qui peut y rester pendant plus d'1 heure. Et puis une colère très intense ou allongée va libérer beaucoup de cortisol qui va avoir des effets néfastes sur le corps humain. Par exemple, les tissus des neurones peuvent être mangés littéralement par le cortisol. Il faut donc faire attention parce que ça peut impacter vos capacités cognitives, votre mémoire et votre capacité de raisonnement. Il est important donc d'apprendre à apprivoiser sa colère pour diminuer le cortisol qu'on a dans le sang et ses effets néfastes sur l'organisme. Alors comment faire? De la méditation, de l'exercice physique, une expression saine des raisons qui font qu'on est en colère, par exemple dire calmement à monsieur qu'il pourrait nettoyer lui-même ses crasses, ou encore un simple exercice de respiration peut diminuer le taux de cortisol et donc diminuer la colère de manière beaucoup plus saine et plus agréable. Deuxième émotion dont on va parler, la tristesse, qu'on mélange d'ailleurs souvent avec la mélancolie et la nostalgie. Et vous savez faire la différence? La nostalgie, c'est différent, je trouve. C'est plutôt quelque chose par rapport au passé. C'est quelque chose qu'on regrette. Je pense que la mélancolie, c'est plus lié au passé par rapport à la tristesse qui est plus sur l'instant présent. Ça fait partie du même groupe, je dirais. Alors que la tristesse, ça peut être le présent. La tristesse, c'est plutôt au moment même que la nostalgie, ça fait repenser à des moments tristes et qui nous rendent malheureux, quoi. Oui, la nostalgie, la mélancolie, c'est vrai que là, ces deux notions-là sont plus proches. C'est plutôt un état d'âme, je sais pas. Mélancolie, je sais pas ce que c'est. Alors j'ai plutôt de bonnes nouvelles. La tristesse est liée en effet à une perte ou à une situation qu'on aimerait retrouver, mais c'est le signal du cerveau qui vous dit qu'il est prêt à passer à autre chose. Donc être triste sur une situation ou une personne, c'est être prêt à passer à la personne suivante ou la situation suivante. La nostalgie, par contre, c'est un peu différent de la mélancolie. La mélancolie, c'est une tristesse qui perdure dans le temps, qui va s'installer durablement et rester vous accompagner pendant longtemps. Et puis la nostalgie, c'est une tristesse ou un sentiment de désir ou de plaisir, ça peut être un sentiment positif, qui est mêlé à des expériences passées.
Et que ce soit pour la tristesse, la nostalgie et la mélancolie, il peut arriver qu'on pleure. Eh bien, les larmes ont un double effet. Tout d'abord, elles ont un effet social. En pleurant, vous allez attirer à vous le groupe qui peut apporter son soutien et vous aider à passer cette épreuve. Deuxièmement, les larmes ont un effet cathartique, c'est-à-dire qu'elles vont vous aider à libérer les hormones de stress générées par cette situation. Elles vont donc, elles aussi, vous aider à passer la situation suivante. Quelque chose qui ne va pas vous faire pleurer, mais peut-être vous faire sursauter. Est-ce que vous aimez les films d'horreur ? Oui, mais pas particulièrement. C'est drôle à regarder avec des amis. J'ai aimé les films d'horreur, mais maintenant j'aime plus. Ça me dérange pas, mais j'en regarde pas tellement souvent. Le film d'horreur, ce qui est chouette, c'est que souvent il y a du suspense. Comme L'Exorciste, quand j'étais jeune, je voulais absolument le voir, mais aujourd'hui ça ne m'intéresserait plus, non. C'est un film qui me donne de l'adrénaline, on veut dire, et sinon j'arrive pas à regarder des films, c'est trop long. Personnellement, c'est pas des émotions que je recherche quand je regarde un film. Moi, pas, non. Pourquoi tu aimes pas? J'horreur de ça, franchement. J'aurais peur après d'aller dans mon lit. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a un âge pour les films d'horreur, mais dans tous les cas, ils sont censés provoquer de la peur, et la peur, elle a pour but de vous faire fuir. Comment ça se passe? Le corps, lorsqu'il réagit à une situation angoissante ou stressante, va produire le cortisol, c'est la même hormone que pour la colère, et de l'adrénaline. Et l'adrénaline et le cortisol vont accélérer votre rythme cardiaque, accélérer la respiration et envoyer plus de sang dans les muscles des jambes pour vous préparer donc à la fuite. La peur, c'est donc le sentiment de ce qu'il se passerait si on ne fuit pas la situation. Alors il faut faire attention de ne pas la mélanger avec le stress, qui est une peur permanente et par anticipation de ce qui pourrait arriver mais n'est pas encore arrivé. Le stress a des effets néfastes sur le corps, il faut donc essayer de l'éviter avec un peu les mêmes exercices que je vous ai proposés pour la colère d'ailleurs. Et malgré ça, malgré ces exercices, il y a un type de peur dont on ne sait pas facilement guérir et c'est la phobie. Quand on est serré, là, claustrophobie, ouais. Claustrophobe, sinon, non. Surtout les animaux comme les souris ou les araignées ou quelque chose comme ça. Non, j'ai pas spécialement de phobie. Moi, j'ai peur juste des araignées un peu. Les serpents. Les serpents. J'aime pas les serpents, j'aime pas la peau, j'aime pas toucher la peau. Moi aussi, les araignées, les serpents, oui, plutôt les animaux, voilà. Je suis pas très à l'aise avec ce type d'animaux, mais c'est pas au point d'en avoir peur. La phobie, elle dépend de chacun et quasiment tout le monde en a au moins une. C'est donc une peur qui est irrationnelle et très intense, très difficile à contrôler. Regardons dans le cerveau ce qui se passe. Dans le cerveau, la gestion de la peur se fait par les amygdales, qui sont donc deux petites glandes en forme d'amande et qui peuvent, dans certains cas, être hypertrophiées ou hypersensibles à certains stimuli extérieurs. Par exemple, si vous êtes arachnophobe et qu'on vous met en présence d'une araignée, eh bien, les amygdales vont être super stimulées et lancer un mécanisme de peur très intense qui n'est pas vraiment en adéquation avec la taille d'une araignée. Et puis ce mécanisme, qui est très rapide, va augmenter le rythme cardiaque, donner des sueurs froides en concentrant la chaleur du corps dans les muscles nécessaires pour la fuite, augmenter aussi votre respiration et parfois vous faire suer abondamment. Et comme il est très rapide, il est très difficile à contrôler. C'est l'arc réflexe, qu'on appelle le système limbique, qui est à l'œuvre ici. Et le système limbique va beaucoup plus vite que l'arc de la raison. Donc, lorsqu'on a une phobie qui se déclenche, il est très difficile et il faut longtemps pour calmer et diminuer le niveau de peur. Heureusement, il existe certaines thérapies qui permettent de s'éloigner un petit peu de ces phobies. On place le sujet en contact de manière progressive et contrôlée avec sa peur. Un arachnophobe, pour reprendre cet exemple, va être en contact d'abord avec des images d'araignées, et puis des araignées enfermées dans des boîtes, puis des araignées totalement inoffensives, jusqu'à peu à peu se libérer de sa phobie. Bon, et puis, moi, je vais pas faire le malin parce que j'ai vraiment le vertige et j'arrive pas à le gérer. Partir le week-end avec nos amis. Plein de choses. Je viens d'avoir une petite fille, donc c'est ce qui me rend le plus heureux du monde. Ma famille, mes amis, passer des bons moments ensemble, le ciel bleu, le soleil comme aujourd'hui, donc tout va bien. Quand on va se promener avec notre petit chien. Être avec mes amis, être libre de faire ce qu'on veut. Quand on va faire un tour. Passer des moments avec ma famille, mes amis, aller aux soirées, des trucs banals mais qui sont importants. Le soleil, les vacances. Oui, moi aussi. Quand on va manger une glace. Pas à l'école, quoi. Pas à l'école. Ça, c'est des choses qui me rendent heureuse. Et la joie, la dernière des 4 émotions de base, c'est celle qui existe en l'absence de toutes les autres. Si vous êtes libéré de votre peur, de votre colère et de votre tristesse,
vous êtes en joie. La joie, elle s'exprime souvent par le sourire, voire le rire, et je viens de faire un test en plateau, je viens d'éclater de rire hors caméra, et tout le monde sur le plateau m'a accompagné dans ce rire. La joie, ça se transmet aux autres. Pourquoi? Parce que par réaction sociale, les autres, vont ressentir la même joie, libérer de la sérotonine et de la dopamine qui va les rendre bien. Ce sont les deux hormones du bonheur qui vous font sourire. Donc si vous voulez être en joie, entourez-vous de gens joyeux et souriez. Plus vous allez sourire, plus votre corps va libérer ses hormones et mieux vous vous sentirez. Et si vous êtes un gourmet, surtout en France, vous aimez peut-être les escargots. Mais vous, seriez-vous capable d'en manger un cru? Non, moi non plus. Je n'aimerais pas manger un escargot cru. Maintenant, pour un défi, je pourrais le faire. Non, pas du tout. Non plus, moi non plus. Non. Jamais de la vie. Parce que c'est un peu visqueux, c'est un peu gluant, ça ne me procure pas spécialement l'eau à la bouche. Je sais pas, ça me dégoûte, ça me donne pas très Rien que envie. le fait de savoir que c'est un escargot. C'est vrai. C'est vrai, ça donne pas envie. J'aime pas. C'est comme les serpents. J'aime pas ce qui a un aspect comme ça. Non, je ne saurais pas. On le voit, le dégoût est influencé par des facteurs éducationnels, culturels et puis personnels. Ce qui est dégoûtant pour l'un ne va pas l'être pour l'autre, et donc un plat raffiné dans certains pays va être absolument dégoûtant pour d'autres cultures. Mais le dégoût, dans tous les cas, est censé nous protéger contre l'ingestion de substances qui pourraient nous faire du mal. Le but du dégoût est donc de vous éviter d'avaler des aliments qui pourraient être contaminés ou toxiques, et donc de préserver votre santé. Plutôt positif. Oh, ça, c'est une excellente question. Pour moi, une émotion, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent, Une émotion, c'est au moment même. Donc par exemple, la peur, on s'effraie. alors qu'un sentiment, c'est quelque chose qu'on pense plus, qu'on ressent moins. J'ai aucune idée. Et un sentiment, c'est pas sur le moment même, c'est plutôt à longue durée, à long terme. Vous avez tout à fait raison. Les émotions, ce sont des réponses souvent courtes et plus intenses à un stimuli extérieur. On l'a vu avec la peur, la colère, etc. Le sentiment va être plutôt quelque chose qui dure longtemps dans le temps et qui va vous accompagner peut-être pendant plusieurs années. Par exemple, l'émotion joie est associée au sentiment bonheur, car le bonheur, c'est le temps que l'on accorde à la joie.